Ja, herzlich willkommen zurück zu dem letzten. Bienvenue pour la dernière partie de notre forum, du Forum franco-allemand pour l'énergie. Je vous souhaite la bienvenue également en ligne. Maintenant, nous allons parler du financement de la mise en œuvre microéconomique de la transition énergétique en Europe. Madame Deborah Revoltella est la directrice du département économique et l'économiste en chef de la Banque européenne d'investissement. Avant, elle a travaillé auprès d'Unicredit. Madame Revoltella, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. C'est un immense honneur pour moi d'intervenir ici au sein de ce forum. Je vais parler des investissements dans la transition économique dans une époque mouvementée. Et même s'il s'agit d'une connexion virtuelle, j'espère quand même qu'on aura un bon lien et que je peux donc contribuer à votre forum. Les investissements dans la transition énergétique dans une époque mouvementée. Les chocs économiques montrent à quel point le marché de l'énergie européen est fragmenté. C'est un constat très important pour comprendre la structure du marché de l'énergie. Cela montre aussi que nous sommes encore loin d'un marché intégré, d'un marché durable et intégré. En même temps, je regarde le dynamisme des investissements dans cette époque mouvementée. Nous constatons que les entreprises ont plus ou moins bien géré la crise jusqu'à présent. Cela correspond également à nos attentes. Pourtant, il y a certains problèmes en matière d'investissement. Il y a des incertitudes dans tous les secteurs et malgré les incitations qui ont été créées, il y a quand même un recul des investissements dans l'efficacité énergétique. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que nous pouvons faire en matière politique pour maintenir, sauvegarder les investissements dans les énergies vertes? Et comment faire en sorte que nous donnons la priorité aux solutions de long terme? Nous essayons de trouver une base constante pour les investissements futurs. Nous regardons également du côté des entreprises qui, elles, ont besoin d'outils qui les protègent contre les incertitudes et nous avons également besoin de mécanismes d'alerte. Ces mécanismes devraient nous permettre de réagir plus rapidement et d'adapter nos mesures aux différentes situations spécifiques. Par ailleurs, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération, à savoir promouvoir des innovations et surmonter les entraves qui existent en matière d'innovation. Sur ce feuillet, il y a
un constat assez logique. En fait, le mix énergétique de l'Union européenne doit changer profondément. Et il ne s'agit pas uniquement de la diversification et de l'indépendance vis-à-vis des livraisons de gaz russes, mais il s'agit de l'orientation globale de la transition énergétique au niveau européen. Nous constatons que la diversification a deux formats. D'un côté, c'est le découplage, pour ainsi dire, de la Russie, qui est déjà en cours. Cela a été une réaction rapide qui a été réalisée. Nous sommes donc au passage du gaz au LNG, au GNL, pardon. Et puis, il faut exploiter de nouvelles ressources pour le gaz et nous avons conclu de nouveaux accords dans des délais records. Donc, cet aspect de la diversification est en cours de réalisation et ce, beaucoup plus rapidement que nous l'avions pensé initialement. Puis, il y a un deuxième aspect, un deuxième facteur de la diversification qui correspond à nos objectifs climatiques et à une vision à plus long terme. Cet aspect nécessite de nombreux investissements. Et dans ce contexte, il faut également prendre en considération les préoccupations des investisseurs. Sur le prochain feuillet, vous voyez le développement des prix dans le commerce de détail et dans l'industrie. Il est très clair que le choc énergétique qui a touché les entreprises européennes a été particulièrement fort. Sur la prochaine transparent, vous avez un aperçu sur l'évolution des prix. À l'horizontale, vous avez les prix d'avant la crise pour les entreprises dans les différents pays européens. Et verticalement, vous avez les changements qui ont eu lieu au cours de l'année dernière. Et ce graphique nous montre que le marché de l'énergie européen, qui a déjà été très fragmenté avant le choc, et il s'agit d'ailleurs d'une fragmentation structurelle, cette fragmentation donc s'aggrave en raison du choc énergétique. Donc, comment agir? Comment réussir une intégration du marché énergétique? Parce que la fragmentation du marché énergétique a également une influence sur la compétitivité des entreprises. Et il ne s'agit pas seulement des répercussions du choc, mais de caractéristiques structurelles qui sont en question. Sur ce transparent, je voudrais vous montrer ce que nous appelons ou ce que nous avons constaté comme étant une structure typique des investissements qui ont été réalisés en Europe. Ce graphique se base sur un sondage réalisé en été et il montre ce que les entreprises ressentent actuellement. Les entreprises sont soumises à une forte pression. Elles doivent réaliser des investissements. Et nous voyons que certaines entreprises ont très bien géré la crise. Les attentes pour 2023 vont même augmenter par rapport à 2019. Donc, nous nous attendons à une reprise de 30%, 33% du côté des gagneurs, pour ainsi dire, de la crise. Et il y a
de notre côté, des entreprises qui ont beaucoup souffert de la pandémie et leur part se lève à 13%. Par ailleurs, il y a 11% d'entreprises qui ont été touchées seulement récemment par le choc énergétique. Et un très grand nombre d'entreprises européennes a suffisamment bien géré la crise, contre une part plus petite d'entreprises qui continuent de souffrir de problèmes dus à la crise. Et puis, il y avait ce nouveau choc qui est représenté dans le deuxième graphique. En été, déjà, nous avons observé une dégradation de la situation des entreprises. Et les entreprises ont constaté que les moyens financiers externes disponibles ont beaucoup diminué. Donc, la situation s'est dégradée et donc la perspective économique des entreprises s'est dégradée. Cela concerne l'ensemble des pays européens. Cela signifie que la réduction des moyens financiers a des répercussions négatives. Si vous regardez le prochain transparent, vous constatez ce qui se passe du côté des entreprises qui ont dû adapter leur comportement. L'augmentation des coûts sont le facteur principal. En fait, il y a 3 éléments sur ce transparent. Bien évidemment, il y en a d'autres. Mais les 3 facteurs que nous avons repris ici ont été les facteurs principaux. En orange, vous avez les prix énergétiques qui augmentent et vous constatez donc qu'au cours des 2 dernières années, ils ont énormément augmenté. 83% des entreprises sont concernées par cette flambée des prix. Les lignes en vert et en bleu représentent les incertitudes et la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée. Là aussi, les lignes sont à la hausse, ce qui veut dire que les entreprises souffrent de certains problèmes. Le prochain transparent montre que les prix énergétiques et les préoccupations qui sont liées à ce constat pourraient se transformer également en incitation à réaliser des investissements, notamment des investissements verts et en investissement dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique. L'augmentation des prix promeuvent donc les énergies vertes, mais en même temps, les insécurités persistent et cela génère de l'autre côté une réduction des investissements. Et donc, il y a donc des conséquences positives de la hausse des prix, mais également des préoccupations et des problèmes qui en résultent. Et il faut dire que les incertitudes prévalent en quelque sorte sur les effets positifs. Les entreprises sont très réticentes parce qu'elles souffrent trop des insécurités persistantes. C'est la raison pour laquelle il est essentiel à l'heure actuelle d'agir de manière ciblée, de les soutenir à réaliser ces investissements qu'elles considèrent comme être risqués.
Passons au prochain transparent. Ici, il s'agit d'une perspective structurelle. Nous avons essayé de comprendre les risques et la perception des risques en Europe. On peut comparer cela avec la situation aux États-Unis et nous constatons qu'il y a aussi 3 éléments à prendre en considération. En Europe, 30% des entreprises pensent que la transition climatique représente un risque. 30% des entreprises également perçoivent ce changement comme une opportunité et 10% pensent qu'il n'y a aucun effet dû au changement. 40% pensent qu'il n'y a aucun effet dû au changement climatique. Et la plupart de ces 40% ne savent pas comment évaluer les effets du changement climatique pour leurs affaires. C'est-à-dire ces entreprises-là ne sont pas capables d'évaluer le risque pour leurs activités. Et au cours du temps, cette part d'entreprises diminue pour passer aux deux autres champs. Donc, ils perçoivent le changement climatique soit comme une opportunité, soit comme une chance. Quand on compare ce constat avec les États-Unis, on constate que aux États-Unis, il y a une part plus importante d'entreprises qui perçoivent cette situation actuelle comme étant une chance pour leurs affaires. Je vais sauter le prochain transparent pour passer directement à ma conclusion. Au niveau politique, nous devons faire en sorte que les mesures à court terme et les incitations ne soient pas opposées aux objectifs à long terme. Cela signifie que nous devons suivre un principe directeur très clair et miser sur une vision à long terme pour le marché énergétique de l'Union européenne. Du côté des entreprises, nous devons promouvoir les investissements, réduire les incertitudes et soutenir aussi le secteur public et le secteur privé et veiller à ce qu'ils coopèrent. En même temps, nous devons réduire les obstacles existants et nous devons nous concentrer sur l'innovation. Je voudrais vous remercier de votre attention et je suis disponible pour la discussion que je vais suivre de très près. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Revoltella. Et maintenant, j'aimerais prier les participants du panel de me rejoindre sur scène. Tout d'abord, Jean-Baptiste Pernaut, qui est directeur de l'Automotive Sales Company. Il a travaillé chez Areva en Chine et en France. Soyez le bienvenu. J'aimerais également demander Ralph Danielski de nous rejoindre sur scène. Il est CEO chez la bourse EPEX. Il a travaillé dans le secteur financier et puis travaille maintenant à la bourse de Stuttgart. Soyez le bienvenu, Monsieur Danielski. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Monsieur Christoph Reisfelder, qui est chercheur et coordinateur depuis 1 an environ du Global Lead Energy and Climate Policies de l'entreprise Covestro. Il s'agit d'une société, d'un grand consommateur d'énergie. Et nous avons aussi Thomas Véran, qui est directeur exécutif en charge de la stratégie, de la planification et de l'évaluation du gestion de réseau de transport RTE.
Il est également responsable d'études sur l'avenir du système électrique et travaille étroitement avec des groupes d'intérêt et les autorités publiques et les organismes de régulation. Soyez le bienvenu, Monsieur Verink. Ja, und wir wollen eigentlich diskutieren, wie sich die hohen Energiepreise und die ehrgeizigen Klimaziele, was sich daraus ergibt, ja, welche Wechselwirkungen und welche Herausforderungen und welche Entwicklungen Sie da beobachten. Sont possibles. J'aimerais commencer tout d'abord en posant une question à nämlich als großer Kunststoffproduzent, habe ich gerade gesagt, producteur de plastique, il y a une grande quantité d'énergie qui est consommée. Quel est votre portfolio? Quel est votre portefeuille et de quelle manière remplacez-vous le gaz naturel? Oui, il s'agit d'une question très importante, mais d'un défi également. Actuellement, je ne peux pas révéler trop de détails concernant notre planification, mais nous consommons beaucoup de gaz naturel. Nous consommons du gaz concernant les produits initiaux, l'ammoniac, le monoxyde. Il s'agit de matériaux importants chez nous et il n'est pas possible de les substituer par des énergies alternatives pour le moment. Concernant la production de chaleur, là aussi nous sommes fortement dépendants en gaz naturel et nous cherchons sur le moyen et long terme des sources énergétiques alternatives. Nous utilisons malheureusement encore beaucoup de charbon et de fioul. Nous devons tout d'abord donc modifier notre logistique et nos processus de production. Nous avons une grande production d'électricité et nous essayons de substituer les combustibles fossiles. Nous souhaitons également miser davantage sur l'efficacité énergétique de manière à réduire notre consommation. Voilà, il s'agit de notre stratégie de manière globale dans notre entreprise. Vous avez un objectif très ambitieux d'avoir des émissions zéro d'ici 2035. Cela est-il possible? Oui, nous avons en effet des objectifs très ambitieux. Nous souhaitons complètement réduire nos émissions d'ici 2035 par rapport et une diminution de 22% par rapport à 2020. Cela signifie qu'il faut vraiment sortir rapidement du mode de crise. Nous avons besoin ici d'aide de la part de la politique. Il faut avoir davantage d'incitation à investir dans les énergies vertes. J'en viens maintenant à une autre entreprise qui est différente de Covestro. Il s'agit de ACC. Vous avez besoin, vous aussi, d'énergie pour votre production, pour votre usine. Vous avez besoin de grandes quantités de matières premières. Monsieur Pernaut, vous vivez également des temps difficiles avec une pénurie de matières premières. Comment faites-vous face à cette situation? Oui, donc merci pour cette question. Peut-être juste en quelques secondes dire ce qu'est ACC, puisque tout le monde ne connaît pas. Donc ACC est une joint venture entre Stellantis, Mercedes-Benz et Total Energy via sa filiale Saft. Donc nous sommes une nouvelle entreprise créée en 2020. L'objectif étant de développer et de produire, de fournir pour le marché automobile, donc pour les voitures électriques, des batteries européennes. On a 5 sites en opération ou en construction en France, en Allemagne et en Italie. Donc maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, nous sommes et nous serons de plus en plus des gros consommateurs d'énergie, notamment d'énergie électrique. Il faut savoir qu'un bloc de nos gigafactories, et on en a 9 en construction, un bloc représente à peu près 600 gigawattheures de consommation d'énergie par an. Donc des besoins très forts et qui nous rendent extrêmement vulnérables, bien sûr, à la situation actuelle et nous obligent à repenser notre stratégie d'approvisionnement en électricité.
en gaz aussi, mais surtout en électricité, qui passe par de l'achat, mais qui passe aussi par de la production, qui passe par des analyses, des possibilités d'investissement pour justement maîtriser le plus possible le coût et la fourniture de cette électricité, et bien sûr des travaux énormes d'économie d'énergie. Ça, je pense, comme tout le monde, on va essayer de réduire le chiffre que j'ai cité. Côté raw material, côté matières premières, c'est une situation qui par certains côtés est semblable, enfin, mais pas complètement. On a besoin de lithium, de nickel, de cobalt en particulier, qui viennent pour l'instant des quatre coins du monde. Donc on a une stratégie déjà d'avoir un approvisionnement le plus européen possible. Mais on sait bien la limite de l'exercice. On sait qu'on n'aura pas 100% de notre lithium en Europe, même si on a des projets, y compris ici en Allemagne. On travaille avec un projet de lithium géothermal dans la vallée du Rhin. Un projet de lithium en France a été annoncé il y a quelques semaines. Donc il y a des possibilités. Maintenant, ce qu'on veut, c'est à la fois réduire aussi notre consommation de matières premières. Ça passe par de la R&D, ça passe par des efforts techniques pour moins dépendre des métaux que j'ai cités, mais aussi diversifier notre approvisionnement et éviter aussi, je dirais, le risque, on va dire, géopolitique, d'une trop forte dépendance d'un seul pays, à savoir la Chine. Actuellement, une grande partie des matières premières sont soit sous contrôle de la Chine en termes de production, soit raffinées en Chine. Donc on a un sujet aussi pour nous de sûreté, de sécurité d'approvisionnement qui vient se greffer au-dessus du prix, bien sûr, puisque comme vous savez sans doute, les matières premières que j'ai citées ont explosé, les prix ont fortement augmenté depuis 1 an, 2 ans. C'est pas durable, c'est pas soutenable. On pense que ça va redescendre. C'est pas soutenable, pas seulement pour nous, mais je dirais pour l'ensemble de la mobilité électrique. C'est-à-dire que ça renchérit. Si les prix étaient amenés à perdurer, ça renchérirait la voiture électrique et rendrait son adoption encore plus difficile ou plus lente, ce qui n'est absolument pas l'objectif européen. Also große Herausforderungen. Herr Danielski, Sie kennen ja... Oui, il s'agit d'un grand défi. Monsieur Danielski, vous connaissez la détresse des entreprises. De quelle manière s'approvisionnent les entreprises, plutôt sur la bourse ou auprès des producteurs? Oui, cela dépend du pays et cela dépend du mix énergétique qui existe. En gros, 1/3 de la consommation énergétique européenne a lieu sur le marché. Il s'agit d'une grande quantité de 50% de la consommation énergétique dans d'autres pays, comme par exemple la France, où des lois sont promulguées concernant la consommation. Il s'agit d'une part plus faible. Mais cela est intéressant puisque par rapport à ces pays qui participent aux échanges commerciaux, où tous les acteurs sont représentés, que ce soit les consommateurs, les entreprises, les gestionnaires de réseaux, tous les acteurs économiques qui jouent un rôle dans le secteur énergétique sont représentés et nous avons donc une bonne image déjà de la situation. Nous pouvons déjà sentir les températures qui ont augmenté au cours des derniers mois. Nous allons en revenir à l'importance du marché de l'électricité dans la transition énergétique, mais j'aimerais tout d'abord me tourner vers Monsieur Thomas Verinck. Le RTE a calculé les scénarios pour la France, les objectifs qui doivent être atteints afin de couvrir le besoin. De quelle manière la France le réussit-il d'ici 2030 à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés et à les respecter, et d'ici 2050 également à avoir un approvisionnement énergétique climatiquement neutre? Bonjour, merci de m'accueillir à distance. J'aurais souhaité être parmi vous
à Berlin, mais ça n'a pas été possible. J'en suis vraiment désolé. Alors, concernant les objectifs, vous avez fait référence à l'étude que nous avons rendue l'année dernière, qui est une grosse étude de prospective sur les chemins pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, dans cette étude, on parle de beaucoup de choses. On parle de consommation d'électricité, on parle de production, on parle de réseau. Alors, bien sûr, la neutralité carbone, c'est simple, hein, c'est la disparition totale ou quasi totale des énergies fossiles et donc de l'efficacité énergétique, mais également des transferts d'usage vers l'électricité. Donc, ça implique des trajectoires de consommation d'électricité qui sont en hausse. Et en réalité, ce qui se passe en ce moment, c'est que les perspectives de réindustrialisation, il y a dans le panel, alors je ne peux pas y être, mais j'y participe virtuellement aujourd'hui, des entreprises, hein, et il y a des projets d'investissement qui font qu'on est plutôt aujourd'hui sur des trajectoires qui peuvent être celles des scénarios d'accélération ou de réindustrialisation. Et donc ça veut dire que pour atteindre l'objectif, et notamment le premier point de passage, qui est le point de passage 2030, le point de passage du Fit for 55, qui est en réalité extrêmement structurant, mais là, on n'a pas beaucoup de choix. On est obligé d'augmenter l'offre de production d'électricité. Et pour ça, ça implique forcément une accélération rapide et réelle du rythme de développement dans les énergies renouvelables, donc l'éolien et le solaire. Ça implique aussi la prolongation des réacteurs nucléaires. Ça, c'est quand même le sens de la stratégie française qui a été annoncée par le président de la République à Belfort l'année dernière et qui est en train d'être mise en œuvre. Vielen Dank. Jetzt ist ja, ich würde gerne noch Merci beaucoup. J'aimerais en venir au rôle des entreprises concernant les investissements dans les énergies vertes. Puisque nous avons entendu parler d'un économiste de la BEI qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas confiantes en ce qui concerne les investissements verts. Monsieur Reisfelder, oui, je me tourne vers vous tout d'abord en tant que représentant d'une grande entreprise. Pouvez-vous nous donner une idée des investissements qui sont réalisés dans ce secteur vert? Ce que je peux dire ici, d'une part, nous investissons dans des technologies de processus. Il y a 3 domaines que nous avons identifiés, des mesures d'efficience énergétique, les produits que nous produisons pour miser sur de nouveaux processus, des processus verts et l'achat d'énergie renouvelable pour nos processus de production. Nous pensons malheureusement que nous aurons davantage de coûts. Nous parlons ici de 100 milliards d'euros qui doivent être investis et nous voyons actuellement qu'il s'agit tout de même d'un investissement censé utile. Pour 3 raisons. Nous économisons des émissions de CO2. Nous avons une tarification du CO2 en Europe qui nous incite à investir dans les technologies vertes et nous partons du principe nous avons un prix élevé dans le système. Je pense que cela va continuer à être le cas. Et les économies qui sont réalisées vont pouvoir compenser les coûts auxquels nous allons être confrontés. En fin de compte, les investissements que nous souhaitons réaliser sont des investissements dans l'avenir et sont des investissements fructueux. Il faut garantir un avantage concurrentiel pour l'avenir. Nous pensons que l'économie dans son intégralité va se transformer vers une économie verte. Bien entendu, au début, cela coûte beaucoup d'argent, mais en fin de compte, cela vaut le coup et cela apporte des avantages concurrentiels. Oui, cela signifie que les entreprises vont jouer un rôle très important. Venons-en maintenant aux acteurs publics, par exemple, en partie les entreprises de transport d'électricité qui, bien entendu, sont privées, mais nous savons que nous avons besoin de lignes électriques. Un manager d'une entreprise chimique l'a dit récemment, par exemple, en Bavière, et chaque entreprise pourra le confirmer. Nous avons besoin de
développer les énergies renouvelables et nous avons besoin pour cela de lignes électriques, d'une meilleure infrastructure énergétique. Cela a déjà été mentionné ce matin également. Monsieur Vérinck, je me tourne maintenant vers vous. De quelle manière réussir à développer rapidement ces lignes électriques? Il ne s'agit pas seulement d'un problème financier, non, il s'agit également d'un thème technologique et d'un thème de l'acceptance de la population, puisque la plupart de la population, c'est vraisemblablement le cas également en France, en Allemagne, nous connaissons ce problème, la population ne souhaite pas avoir de lignes électriques à haute tension, même si elles sont souterraines. Alors, merci de votre question. Vous avez raison de dire que la problématique des lignes électriques n'est probablement pas économique, puisqu'aujourd'hui, on sait que transporter de l'électricité est une solution qui est extrêmement compétitive. Mais je vais vous proposer une anecdote pour vous montrer qu'en réalité, le premier objectif, la première nécessité, c'est d'avoir conscience de ce besoin de réseau. Lorsque nous avons publié notre grande étude sur 2050, nous l'avons mis sur notre site internet et nous avons les 14 chapitres qui peuvent être téléchargés indépendamment les uns des autres et nous avons les statistiques de téléchargement. Je peux vous dire que le chapitre 10 sur le réseau est en France de loin le moins téléchargé. Ça veut dire que consommation, production, changement climatique, hydrogène, tout ça suscite beaucoup d'intérêt, le réseau beaucoup moins. Et alors comment on l'interprète? C'est parce qu'en France, il n'y a pas de problème de réseau aujourd'hui. Si on était en Allemagne, je suis dans un forum franco-allemand, donc si on était en Allemagne, sans doute les statistiques de téléchargement seraient-elles un petit peu différentes, parce que la problématique nord-sud allemande est déjà bien connue. Alors, l'ambition, c'est d'avoir effectivement une infrastructure de transport d'électricité qui évolue. On l'a dit, on est dans un monde où on va devoir électrifier. Alors, ce ne sera pas un monde tout électrique, mais alors que l'électricité fait en France un quart de l'énergie qu'on consomme, elle concentre toutes les discussions, mais elle n'est qu'un quart de l'énergie consommée. Lorsque demain l'énergie représentera la moitié de l'énergie consommée, il faut qu'on ait un réseau qui soit différent. Et donc pour ça, les maîtres mots nous semblent être, la planification. Il ne faut pas qu'on fasse juste ligne par ligne, il faut qu'on soit en sorte de montrer au territoire qu'on fait, je dirais, une fois pour toutes, un certain nombre de grands investissements qui sont durablement nécessaires. Donc, par exemple, si on doit mettre de nouvelles usines dans le nord de la France, aux alentours de Dunkerque, eh bien, une fois pour toutes, on va renforcer le réseau dans cette zone pour être certain que toutes les personnes qui vont arriver aux alentours de Dunkerque, tous les consommateurs, les nouvelles usines vont avoir assez d'électricité pour produire. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est effectivement d'avoir de l'électricité à un prix décent. Donc aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale puisqu'on est dans une crise des énergies fossiles et pour autant, le prix de l'électricité a beaucoup augmenté. Donc là, ça pose des questions sur le market design au sens large. On a très clairement en Europe la nécessité de montrer qu'on a un prix de l'électricité qui est cohérent avec le coût de l'électricité. Si ce coût n'évolue pas beaucoup, il n'y a pas de raison que structurellement le prix de l'électricité demeure aussi élevé. Vielen Dank. Herr Danielski, merci beaucoup, Monsieur Danielski. Auparavant, nous avons déjà abordé la question. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour la transition énergétique, les lignes électriques, les investissements. Et vous disiez que le marché électrique peut aider à accélérer la transition énergétique. Comment est-ce que vous considérez que cela doit se passer et quelles sont les exigences qu'il faut avoir concernant les conditions cadres? En fait, les conditions ont été déjà abordées quand il s'agit de l'architecture du marché de l'électricité, à savoir les procédures d'autorisation pour les lignes électriques, etc. Chez nous, à la bourse, nous traitons des quantités considérables d'énergie renouvelable. Et les producteurs d'énergie renouvelable s'adressent volontiers à la bourse. Vous
Pour les marchés énergétiques, la complexité est beaucoup plus importante par rapport au marché financier parce que l'électricité ne peut pas être stockée à des coûts raisonnables, donc il faut la consommer dès qu'elle est produite. Pour les énergies renouvelables, vous avez le problème que les conditions météorologiques peuvent varier très rapidement. Donc, pour pouvoir négocier une partie considérable des énergies renouvelables, il faut les produire directement avant la commercialisation. Combien de temps faut-il? Jusqu'à 5 minutes avant la négociation. Donc, typiquement, nous sommes à la veille de la journée. Donc, la bourse est close à 15 heures. Donc, c'est quand même assez complexe d'avoir la nécessité requise dans l'espace de 5 minutes dans les prises. Donc, tous les acteurs doivent respecter cela. Et tous les acteurs doivent être conscients de cette problématique. Par ailleurs, donc ça, c'est la structure du marché en tant que tel. Mais beaucoup de choses ont bougé et nous essayons de nous rapprocher toujours plus du moment de la livraison pour arriver à un mécanisme real-time. Donc ça, c'est une partie essentielle de nos efforts. Par ailleurs, nous soutenons les énergies renouvelables dans les innovations. Nous avons déjà beaucoup parlé des capacités de transport qui sont, pour ainsi dire, l'œillet de l'aiguille, et pas seulement en Allemagne, mais en général. Et ce sont surtout les interconnecteurs qui relient les marchés européens. Eux aussi n'ont qu'une capacité limitée. Et dans le contexte de la volatilité des énergies renouvelables, des pénuries ou des congestions peuvent se produire et nous essayons de parer à cela avec des marchés de la flexibilité et d'avoir des fournisseurs de flexibilité, pour ainsi dire, donc des systèmes tels que Power to Gas, etc., pour combler justement ces pénuries à court terme, et pour réduire aussi les coûts. Et en fin de compte, il y a 3 mois, nous avons établi des preuves d'origine, des certificats d'origine, et grâce auxquels vous pouvez livrer une preuve qu'il s'agit d'une ressource verte. Actuellement, le prix s'élève à 9 €. Le prix a beaucoup évolué au cours des derniers mois. Et nous sommes convaincus qu'un tel certificat d'origine peut générer des incitations à investir et peuvent être remplacés par des mécanismes du marché. Je vais revenir sur l'architecture du marché de l'électricité plus tard, mais vous avez mentionné les batteries et cela concerne l'électromobilité qui est un grand champ d'activité d'avenir, également pour ce qui est du stockage de l'énergie. Il y a toute une série de défis à relever. Les matières premières, la production de batteries s'ajoute à cela les investissements réalisés aux États-Unis dans les giga-entreprises. Quelle est la situation de l'Europe actuellement? Pour vous, quels sont les défis majeurs à relever? Oui, donc il y a énormément de défis dans l'électromobilité, puisqu'on veut aller à marche forcée vers, je dirais, le tout électrique, ou en tous les cas, le presque tout électrique. Donc, il faut savoir que la situation, pour l'instant, c'est un marché et surtout des fournisseurs qui sont uniquement en Asie, à 99%. Donc, le premier défi, c'est déjà de relocaliser en Europe
Et les États-Unis ont exactement le même chantier sur leur plateforme régionale. Donc de relocaliser en Europe non seulement la fabrication de batteries, mais l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est un défi industriel, ce sont des énormes investissements. Nous-mêmes, on va investir 7 milliards d'euros de construction de gigafactories, mais d'autres acteurs doivent suivre. Donc c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit se déplacer et investir. Ce sont des défis technologiques évidents, puisque les batteries qu'on doit faire ne doivent pas être les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de R&D, énormément d'améliorations à faire sur les performances de ces batteries. On a parlé du défi d'approvisionnement, de souveraineté, et un défi humain d'ailleurs, parce qu'il y a toute une population qui finalement doit être transformée. Nous, on s'installe sur un certain nombre d'anciens sites automobiles qu'on rachète et sur lesquels on reconstruit nos gigafactories, mais le type d'emploi n'est pas le même. On parle chez nous de lignes complètement automatisées versus des opérations qui peuvent être parfois plus manuelles dans, je dirais, la fabrication de moteurs traditionnels, etc. Donc il y a un défi pour former une population d'ingénieurs, d'ouvriers, de techniciens. Et je dirais que le plus grand, probablement le défi, c'est le défi de la compétitivité, qui est clairement, non pas mise à mal, mais en tous les cas mise en danger par le contexte d'inflation actuel. Il faut savoir que le prix d'une batterie n'a cessé de diminuer pendant 15 ans. En euros par kilowattheure de batterie, c'est comme ça qu'on compte, je dirais jusqu'en 2021, chaque année, le prix diminuait. Grâce à un effet d'échelle, grâce à de l'innovation, grâce à un tas de facteurs. Là, le prix a remonté considérablement à cause des matières premières, à cause de l'énergie, à cause de l'inflation générale, y compris l'inflation salariale. Donc le risque majeur, c'est d'avoir une voiture électrique qui ne soit plus compétitive ou plus abordable, on va dire, par le plus grand nombre, ou qui demanderait des mécanismes de subvention tellement coûteux que ça serait pas gérable par les gouvernements des différents pays européens. Et à ceci se rajoute un deuxième défi de compétitivité vis-à-vis des Asiatiques dont je parlais. Et on l'a vu, c'était intéressant tout à l'heure, dont le prix d'électricité, le prix de l'énergie n'a pas forcément augmenté de la même façon. Donc le risque est de mettre en danger le véhicule électrique, mais aussi éventuellement de simplement perdre notre industrie face à une industrie asiatique qui aura un autre système de coûts et qui pourra gagner des parts de marché et qui ne travaillera pas nécessairement toujours avec les mêmes règles que nous en termes de gestion de CSR, environnementale, CO2, etc. Donc le défi de la compétitivité des batteries est derrière du véhicule électrique sur plusieurs années. Là, on n'est pas en train de parler de 2022-2023 et est à mon avis majeur pour l'Europe. Ja. Vielen Dank für diese Zusammenfassung der Herausforderungen. Merci beaucoup pour ce résumé des défis qui existent et nous constatons que les scénarios et les prévisions ont beaucoup modifié. Monsieur Vering, j'aimerais m'adresser à vous. RTE a dressé ces scénarios, mais avant la crise énergétique actuelle, donc avant la flambée des prix. Et concernant vos prévisions, à quel point est-ce qu'elles sont encore réalistes? Oui, elles le sont pour plusieurs raisons. En réalité, ce que nous avons publié, ce sont des scénarios pour être neutres en carbone en 2050. Et donc, on explique que pour ça, il va falloir augmenter la production d'électricité, il va falloir le faire dans des conditions économiques qui sont maîtrisées, etc. Et aujourd'hui, ce qui était rendu nécessaire pour des raisons climatiques, en fait, me semble le devenir également pour des raisons économiques. C'est-à-dire que la crise actuelle, quand même essentiellement une crise des énergies fossiles, et la bascule vers du décarboné qui serait produit en Europe
devient économiquement plus intéressante. D'ailleurs, j'ai tendance à penser que si jamais l'économie rejoint le climat, on a plus de chances d'y arriver que si c'est uniquement pour des raisons climatiques, parce que malheureusement, la raison climatique environnementale ne semble pas suffire aujourd'hui à faire bouger suffisamment nos sociétés. Donc oui, je pense que ça l'est, que l'image générale est toujours bonne. Ensuite, par contre, effectivement, il y a quelque chose qui se passe sur le transitoire. Et finalement, il y a deux thèses qui s'affrontent, une thèse optimiste et une thèse pessimiste. La thèse optimiste, c'est se dire, puisque le prix du gaz a autant augmenté, puisqu'on s'aperçoit des conséquences de notre dépendance totale, eh bien, on va faire plus rapidement la transition. Donc ça, c'est la thèse optimiste. La thèse pessimiste, c'est de se dire le contraire, c'est de se dire, puisque les énergies fossiles ont augmenté, on est obligé de les subventionner pour des raisons de cohésion sociale. Puisque les prix de l'énergie augmentent, les entreprises voient leurs coûts augmenter et donc ont donc moins d'argent à consacrer à leurs investissements dans l'efficacité énergétique ou dans des changements de combustible, par exemple, électrifier une usine, etc. Et donc ça, c'est la thèse négative. Donc on verra bien celle qui l'emporte. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons republier l'année prochaine, non pas les scénarios de 2050, mais une actualisation sur 2030-2035. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et on va le faire dans un contexte économique qu'on a appelé mondialisation contrariée. Alors, c'est un peu une litote aujourd'hui, mais ça signifie que on intègre le fait que cette transition énergétique va être difficile, que le grand narratif qui a été vendu, celui de la croissance verte, est quand même confronté aux réalités, et on va essayer d'en tirer un certain nombre de leçons. Parmi les leçons, effectivement, il y a le fait que, et c'est ce qui a été dit par d'autres intervenants avant moi, si on veut réellement faire cette bascule, il faut qu'on garantisse à nos industriels des conditions d'approvisionnement en électricité en Europe qui sont sécurisées et qui sont compétitives. Et les coûts de production d'électricité, en fait, sont à peu près maîtrisés si on regarde sur le temps long. Donc, il faut qu'on arrive à traduire ça dans les prix pour faire en sorte que tout ce qu'on dit ne soit pas uniquement un certain nombre de lignes dans des rapports, mais ça se traduise dans une politique effective de réindustrialisation du continent européen qui lui sera bénéfique pas seulement pour atteindre ses objectifs climatiques, mais également pour être plus résilient d'un point de vue économique. Ich höre heraus, Herr Veyrinck, Sie sind eher der Optimist. Je comprends donc que vous êtes plutôt du côté optimiste, si je ne me trompe pas. Je suis prudent, mais je pense qu'on doit essayer d'être optimiste. En tout cas, nous avons probablement les moyens, puisque nos coûts sont maîtrisés. Si on arrive à faire les bonnes réformes en Europe, on doit avoir les moyens de garantir ça à nos industriels et à l'ensemble de notre écosystème économique. Vielleicht auch an die anderen. Wie ist sozusagen, wie ist da Ihre... Je m'adresse aussi aux autres intervenants. Quelle est votre position? Nous avons donc cette reconnaissance du nouveau politique qu'il faut rester compétitif. La pression est énorme. À quel point est-ce que vous êtes optimiste que l'industrie va réussir à gérer cette tension entre la compétitivité et les problèmes qui existent? Oui, j'aimerais dire que je suis absolument du côté des optimistes. Grâce à la force d'innovation qui existe en Europe, nous allons sortir de la crise en investissant. Nous sommes maintenant dans une phase de transition qui est certes difficile, et c'était effectivement un choc considérable, un choc absolu qui était imprévisible. Ça avait commencé par la guerre d'agression en Ukraine, en passant par la flambée des prix, en plus des problèmes avec les centrales nucléaires en France, qui sont quand même centrales pour l'approvisionnement énergétique en Europe, et en fin de compte, la sécheresse auxquelles nous étions confrontés en été, qui ont été pesées sur les réservoirs d'eau.
Donc, le choc du côté de l'offre et qui va persister au cours des prochains mois, même au-delà du hiver prochain. Donc, ce choc va certainement persister jusqu'à 2024. Jusqu'ici, il serait quand même judicieux de réduire les chocs, mais après avoir émis un signal du côté du prix. Parce que même si c'est douloureux, c'est la réalité. Ce n'est pas une spéculation, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et maintenant, l'industrie veut savoir quelle sera la température à l'avenir. Elle ne veut pas limiter la température de la fièvre à 37 degrés. Les industries veulent savoir quel sera l'avenir pour pouvoir prendre les mesures. Et je pense en Europe, nous avons les possibilités de le faire. En fait, je veux aller tout à fait dans le même sens. Moi, je suis optimiste, mais raisonnablement optimiste. Alors, j'explique. Raisonnablement, ça veut dire que on ne réussira pas sans un accompagnement, au moins dans cette prochaine période, un accompagnement par les États, par des mécanismes de soutien, par des mécanismes aussi de compensation finalement de déséquilibre de compétitivité avec d'autres plateformes mondiales dont je parlais, et surtout en donnant de la visibilité aux industriels. Il y a actuellement déjà des mécanismes qui sont en place pour, compenser le coût de l'énergie, mais ce sont des mécanismes qui sont en place sur du très court terme, sur 2022, 2023. Quand on investit pour construire des nouvelles usines, etc., c'est pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et actuellement, on n'a aucune idée, en tout cas aucune visibilité sur le retour et le point d'atterrissage du coût de l'énergie dans 3, 4, 5, 10 ans. Or, c'est exactement de ça dont ont besoin les industriels, de visibilité, de stabilité. Da werden Sie zustimmen. Ich kann mich dem anschließen, in der Tat. Vous seriez d'accord, j'imagine. Oui, absolument. Je suis également prudemment optimiste. Je pense que la force d'innovation existe dans l'industrie allemande. En ce qui concerne nos objectifs, nous pensons que la crise d'aujourd'hui va faire en sorte que nous serions plus résilients à l'avenir. Vous avez également mentionné la dimension transatlantique, l'Inflation Reduction Act, par exemple, qui est en discussion actuellement. Je pense qu'il y a deux champs. Il y en a qui disent que c'est très, très critique. Quand on parle avec les représentants du gouvernement américain, on comprend quand même pourquoi ils ont adopté cette loi. Et il faut quand même être assez critique et prudent en jugeant cette loi. Et en fin de compte, il y a des subventions offertes aux investissements verts. Et jusqu'à présent, on avait uniquement misé sur des instruments qui ont renchéri les investissements verts, gris, pardon. Et d'une perspective de compétitivité, je pense que ça serait aussi une idée de tirer les bonnes leçons. Il y a 2 jours, l'Allemagne et la France ont publié une déclaration dans laquelle ils s'engagent aussi en faveur d'une stratégie pour l'industrie européenne. Donc actuellement, c'est un effet très actuel et nous constatons à quel point nous devons accélérer les choses pour aller dans le bon sens. La situation s'est beaucoup aggravée en raison de la guerre d'agression, mais je pense que nous sommes tous capables de prendre les mesures qu'il faut prendre en nous coordonnant, en nous mettant d'accord. Et il faut également parler dans ce contexte des conditions politiques. Et moi, j'accepte également des conditions politiques imparfaites parce que sans ces conditions, je ne suis même pas capable de réagir. Merci pour ces perspectives, ces visions optimistes. Maintenant, je me retourne vers le public et j'attends avec impatience vos commentaires, vos critiques, vos questions. Il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Veuillez prendre le micro et vous présenter brièvement, s'il vous plaît.
Robert Conrad, PET Technologies de Rennes. J'aurais une question pour Monsieur Bernaud. Je voudrais savoir, dans votre composition de coûts pour vos batteries, l'électricité compte pour combien, quel pourcentage à peu près? Pour la production de la batterie elle-même, elle compte entre 5%, je dirais, au prix d'électricité d'il y a 2 ans, et maintenant potentiellement 10-15%, voire plus. Mais je dirais, en régime de croisière, normalement, c'est autour de 5% pour l'étape de fabrication de la batterie. Maintenant, des composants rentrent dans cette fabrication, des composants chimiques, etc., qui eux-mêmes demandent un taux d'énergie, un taux d'électricité importante. Je dirais que si on fait l'ensemble de la chaîne, c'est certainement entre 15, au moins une quinzaine de pourcents. Je regarde le public. Ah oui, aussi, il y a aussi des questions à poser dans le chat. Question qui s'adresse à tous les intervenants. Comment exploiter de manière efficace les potentiels d'innovation? Monsieur Reistafa. En fait, je me sens concerné par cette question. Comment exploiter les potentiels de flexibilité? Bon, un cadre législatif serait très bien dans ce contexte. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de règlement ou directive qui est applicable en la matière. Il y a plusieurs secteurs industriels qui avaient différents taux de flexibilité. Maintenant, reste à savoir comment ce lacune sera rempli, qui s'est creusé après l'élimination de la directive ancienne. Il s'agit maintenant d'assurer l'utilisation constante du réseau. Et on s'était basé à l'époque sur un monde complètement différent. Maintenant, il faut changer la tendance. C'est un défi énorme pour nos processus de fabrication. Et la flexibilité est limitée. Nous travaillons sur une plus grande flexibilité, effectivement. Mais il s'agit de la question de savoir comment coordonner notre coopération. La flexibilité n'est qu'un seul élément qui est nécessaire pour assurer la stabilité. Les batteries aussi auront une contribution à apporter. Et les connecteurs aussi pour avoir plus de flexibilité dans tous les systèmes. Et l'EPEX-Spot joue un rôle crucial dans ce contexte en tant que point de négociation. Vous avez mentionné la stratégie d'approvisionnement tout à l'heure. C'est le marché et c'est les bourses. Et concernant les énergies renouvelables, j'achète un risque-profil qui est disponible sur la bourse grâce à des mécanismes disponibles sur la bourse. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de régulation sur le marché. Il faut combiner toutes les flexibilités. Pensez à l'industrie de l'acier, par exemple, de l'aluminium, du ciment, parce que les processus sont différents et il faut les compléter. Oui, je voudrais juste faire un commentaire supplémentaire. Vous l'avez déjà décrit très bien. Concernant le contexte juridique ou législatif, plutôt avec l'Agence fédérale des réseaux, nous sommes en étroit échange avec cette autorité pour créer une base légale, parce que c'est indispensable pour la transition énergétique, notamment dans la phase actuelle. D'autres pays en Europe ont beaucoup plus avancé en la matière. En général, tout le monde a compris que cela est nécessaire et l'Allemagne est beaucoup en retard en ce qui concerne cette réglementation. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Verhaeghe, Monsieur Pernaut, concernant la flexibilité? Si ce n'est pas le cas, je m'adresse au public. Monsieur Verhaeghe, je n'avais pas compris. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. On a
la flexibilité fait partie de ce qu'on doit construire, et aujourd'hui, le fait d'électrifier un certain nombre de process va aussi faire en sorte qu'on ait plus de capacité à ajuster les usages. Donc en fait, l'électrification de 2020-2030, c'est une électrification qui doit nous permettre de nous donner un peu nativement ou constructivement de la flexibilité. Donc moi, je ne suis pas très inquiet sur ce point-là. Gut, vielen Dank. Jetzt schaue ich in den Chat. Merci beaucoup. Je regarde le chat, voir, je m'adresse à mes collègues. Monsieur Pernaut, Monsieur Verinck, une question. Les objectifs ambitieux de l'électromobilité, quels défis ou quelles exigences sont liées à cela concernant l'infrastructure de recharge et le réseau électrique? Est-ce que vous souhaitez commencer, M. Pernaut? Je vais commencer, je passerai la parole. Je suis pas le mieux placé pour donner les détails des exigences des réseaux de recharge. Ce qui est certain, c'est que c'est vu comme un facteur majeur limitant le développement du véhicule électrique. Et qui a des conséquences d'ailleurs pour nous, fabricants de batteries, sur nos exigences. Un très bon exemple est qu'on a eu pendant des années, et ça continue, une course à des batteries de plus en plus grosses pour pouvoir donner de l'autonomie aux véhicules. 400, 500, 600 km. Sachant que l'immense majorité des gens n'utiliseront leur véhicule électrique que quelques kilomètres par semaine. Donc il y a une... On parle de l'efficacité énergétique au niveau des logements, des buildings. Peut-être qu'un jour, on en parlera beaucoup sur les batteries, parce que ça veut dire que finalement, on va construire un parc d'automobiles électriques avec des batteries surdimensionnées par rapport aux besoins. Et pourquoi sont-elles sous-dimensionnées ? Parce que le réseau de recharge n'est pas nécessairement assez maillé, ou en tout cas parce que les consommateurs n'ont pas assez de confiance dans le réseau de recharge, sans quoi peut-être 200-300 km d'autonomie suffirait. Et les gains financiers pour les consommateurs, pour les industriels, pour la collectivité sont colossaux. Donc je mets juste cet éclairage pour dire qu'il y a des liens très forts entre finalement l'investissement dans l'industrie à laquelle j'appartiens des batteries et le maillage de bornes de recharge et de bornes de recharge rapides, bien entendu. Il y a beaucoup de travail aussi pour pouvoir recharger plus vite. Je laisse la parole à... Eh bien, de mon côté, je vais dire la même chose. Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est exactement ça. Le réseau électrique aujourd'hui n'est pas du tout limitant pour le véhicule électrique. Il y a périodiquement un certain nombre d'articles. Le réseau peut-il supporter y a-t-il un risque de blackout? La réponse est non par rapport à la mobilité électrique. La question centrale pour nous à long terme, c'est celle de la taille des batteries et donc et de la recharge ultra rapide. Il y a un monde possible où les véhicules, la mobilité électrique se déploie avec de petites batteries qui sont rechargées assez fréquemment. Et dans ce cas-là, vraiment, en fait, on ne voit pas beaucoup de difficultés survenir. Et il y a même une bonne économie, une bonne cohérence entre ce que le système électrique peut apporter et le type de recharge des voitures. Et puis, si jamais, en réalité, les consommateurs, pour des raisons de confiance, se portent massivement sur des véhicules avec de très grosses batteries et ont des exigences très fortes, et ben, ça n'est pas la même chose. Ça peut être des batteries beaucoup plus grosses, mais rechargées beaucoup plus rarement, mais peut-être de manière moins fréquente, moins prédictible. Et là, c'est peut-être pas exactement la même histoire. Effectivement, quand on a fait une étude très approfondie en 2019 sur le véhicule électrique et on avait analysé les statistiques de déplacement et en fait on s'apercevait que la plupart des voitures en fait ne bougent pas beaucoup dans une journée et donc en fait il n'y a aucun problème d'autonomie par rapport à ces voitures-là. Donc soit on construit
les batteries et donc les voitures qui correspondent aux besoins réels de mobilité. Et là, vraiment, c'est pas du tout le point qui m'inquiète en tant que responsable d'un réseau électrique. Soit on construit des véhicules électriques avec des batteries qui correspondent aux besoins d'autonomie fantasmés. Et là, les conséquences seront un peu plus lourdes. Ça voudrait dire qu'il faudra des chargeurs beaucoup plus puissants. Ces chargeurs, ils seront assez peu utilisés. Donc, on aura un coût d'investissement plus important pour faire fonctionner le système. Vielen Dank. Ich glaube, wir hätten noch Zeit für eine kurze Merci beaucoup. Frage. Je pense que nous avons encore assez de temps pour une question brève à M. Reisfelder. Quel est le rôle joué par les accumulateurs d'hydrogène? Les technologies de captage et de stockage. Il y a beaucoup de scientifiques qui me disent que je devrais parler de défossilisation et non de décarbonisation de nos produits. Je pense que les technologies de captage et de stockage vont être une partie de la solution afin de continuer de produire nos matières. Nous essayons de maintenir nos matériaux. Lorsque l'on parle des conditions, nous avons besoin des fois de sources alternatives et alors nous avons besoin de l'hydrogène, de matériaux hydrogène. Cela doit être au centre du débat politique. Nous avons besoin d'alternatives, nous avons besoin de perspectives. Nous avons besoin de sources alternatives qui n'émettent pas de CO2. Nous avons besoin également davantage de recyclage. Nous ne devrions pas limiter notre production. Cela doit être au centre des débats au cours des prochaines semaines et mois, tant en Allemagne qu'à l'échelle européenne, en particulier compte tenu du contexte international. Bien entendu, cela doit être un développement propre qui doit être pris en compte dans nos protocoles. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Malheureusement, je pense que le temps imparti est écoulé. Oui, je vous en prie, si vous avez une question très brève sur le chat, une question à M. Vérinck. Si vous pouvez nous donner une réponse brève concernant le système électrique, il n'y a pas d'écart entre le sud et le nord comme en Allemagne, mais il est sensible aux températures externes. Quel peut être le processus ici pour faire face à cela? Je n'ai pas exactement compris la question, mais de ce que j'en ai compris, non, il n'y a pas en France de problème nord-sud. Il y a effectivement une sensibilité de la consommation à la température parce que le chauffage électrique a déjà été développé en France. Et donc, ça signifie que les températures sont plus froides, il faut mobiliser plus d'hydraulique ou plus de centrales thermiques. Alors, la France a pas beaucoup de centrales thermiques, donc c'est un pays traditionnellement exportateur. Ce n'est pas le cas en 2022 parce qu'il y a une faible production nucléaire. Je pense que tout le monde l'aura remarqué, mais on peut se dire que c'est conjoncturel. Lorsque les températures baissent, la France a tendance à faire fonctionner plus d'hydraulique, plus de thermique et à importer davantage. Voilà comment se règle la situation. Ça montre l'intérêt d'avoir un système européen, puisque ça a été dit, en fait, aujourd'hui, nos systèmes n'existent plus d'un point de vue national. Ils sont complètement intégrés et ça fait les 10 dernières années ont conduit à une situation assez largement irréversible en matière d'intégration. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Allemagne et pour tous nos voisins. Oui, c'était une bonne conclusion, puisque nous avons déjà parlé aujourd'hui de l'importance de l'intégration européenne. Je vous remercie de cette discussion très intéressante. Nous devons investir davantage, mais avec les aides publiques, nous avons une vision pour l'industrie. Merci beaucoup pour votre participation. C'était une discussion très intéressante. Merci pour vos questions. Et je vais vous accompagner à descendre le podium, puisque nous allons continuer avec une allocution de la part de M. Amaury Lovins.
Geh mal rüber. Ja, wir machen einen Ausblick. Und das Thema von Anne-Marie Lovins ist die übersehenen Maßnahmen wohlgemerkt Maßnahmen zur Eindämmung. Quels sont les freins aux effets du changement climatique encore trop négligés aujourd'hui? Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir M. Lovins, le cofondateur de l'Institut Rocky Mountain. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, puisqu'aujourd'hui c'est un grand jour férié aux États-Unis avec Thanksgiving. Donc nous sommes très reconnaissants que vous ayez pu nous rejoindre lors de ce forum. Murray Lovins est vraiment l'un des précurseurs de la transition énergétique. Il a publié 31 ouvrages et des documents sur la transition énergétique. Il a travaillé sur l'architecture du réseau électrique. Il a reçu de nombreux prix que je ne peux énumérer tellement ils sont nombreux. Je vous en prie, vous pouvez applaudir tout d'abord à Murray Lovins. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour l'honneur qui m'a été fait de résumer les effets du changement climatique. Ces opportunités permettent de renforcer la résilience, l'équité et la prospérité. Il y a 11 ans, 60 collègues et moi-même, nous avons publié l'ouvrage « Comment réinventer le feu » et comment pouvons-nous atteindre un objectif de 2 degrés. De quelle manière le fait de manière rentable? Nous le voyons ici en bleu, ce qui a été proposé par nous-mêmes, et en vert, ce qui est mis en œuvre actuellement. Nous avons constaté que nous avons une approche quelque peu conservatrice. Le rapport du GIEC l'a dit, 40 à 70% de cette voie menant à cet objectif provient des économies d'énergie. Et ici, nous avons eu des prévisions similaires à celles des gouvernements. L'intensité énergétique ne peut pas malheureusement aller en deçà de 0,5, mais cela a eu lieu et les énergies renouvelables se sont considérablement répandues. Cela signifie donc qu'il est possible de tripler cela si le développement des énergies renouvelables continue sur cette voie. Il s'agit ici d'une estimation conservatrice, peut-être. De quelle manière continuer d'économiser de l'énergie de manière à ce que la recherche même grandisse. Vous le voyez ici de manière résumée. Il s'agit de la productivité énergétique au cours des prochaines décennies. Nous pouvons l'augmenter. Tout cela, c'est possible et à des prix abordables et faibles. Des appareils qui sont plus faciles à produire, par exemple, et non pas plus complexes. Lorsque nous regardons nos ressources, comme par exemple le pétrole, nous constatons qu'il s'agit de ressources similaires et il y a d'autres ressources qui sont à notre disposition dans des quantités gigantesques. Mais cette architecture intégrative est peu utilisée. Elle n'est pas encore assez prise en compte dans le contexte de la transition énergétique. Concernant cette architecture intégrative, nous voyons ici l'Empire State Building et une économie d'énergie de 38% aurait été possible
concernant la rénovation, 70%, et nous voyons ici d'autres bâtiments, d'autres architectures avec lesquelles nous aurions pu diminuer la consommation énergétique. Il s'agit de différentes possibilités également dans le secteur agricole, dans les plantations de bananes, par exemple. Nous pouvons réaliser de grandes économies d'énergie. Nous voyons ici un grand bâtiment. Il y a encore 93% d'économies d'énergie possibles. Et les technologies n'ont pas vraiment évolué. C'est bien plus l'architecture énergétique qui a évolué. Nous voyons ici un rapport du GIEC. Il s'agit d'un rapport portant sur la quantité qu'il est possible d'économiser sans augmenter les coûts. Nous le voyons, cette distribution des coûts bas dans ce graphique. En utilisant cette approche de la meilleure utilisation, par exemple aux Pays-Bas, il existe des technologies qui permettent une isolation des bâtiments. Cette isolation a été préfabriquée et qui peut ensuite être installée en une journée et elle permet des économies d'énergie. Dans d'autres régions, cela est également possible. Il y a différentes valeurs qui peuvent être atteintes et il y a 3 ans, une expérience a été réalisée qui a été vraiment révolutionnaire. Une sorte de système de refroidissement qui a été utilisé à Singapour. Il s'agit d'un système de refroidissement en dégageant la chaleur. Il y a différents panels, modules qui sont utilisés, membranes qui sont utilisées afin d'utiliser l'air. On a ainsi eu 30-25 degrés de la température extérieure qui peuvent permettre ce refroidissement. Cela est possible sans utiliser d'électricité. Il s'agit donc d'un mécanisme de refroidissement passif. Ici, vous voyez une pompe à chaleur qui approvisionne en chaleur. Elle est très efficace. Il existe différents systèmes. Une gazinière, par exemple, qui peut être utilisée et ces appareils permettent d'économiser de l'énergie par rapport à une plaque à induction, par exemple. Il serait possible d'économiser jusqu'à 60% en assainissant des installations, des bâtiments industriels. Nous le voyons ici dans ce diagramme. Beaucoup d'entreprises qui mettent à disposition des produits, qui installent ces produits, ils ne pensent pas à cette architecture. Et à droite, nous le voyons sur le feuillet, cela sera possible avec des dépenses plus faibles qu'avec d'autres approches. Nous le voyons ici, il y a le domaine de l'installation des tuyaux. Nous pouvons ici économiser 80 à 90% d'énergie en installant une nouvelle architecture de tuyaux. Il est alors possible d'économiser jusqu'à 50% de l'électricité qui est produite grâce au charbon. Cela est possible grâce à un assainissement énergétique et au remplacement d'un ancien bâtiment par une nouvelle architecture. Donc, il s'agit d'une nouvelle approche d'architecture que nous avons à notre disposition. Cela vaut également pour les liens entre les pompes et les tuyaux. Il s'agit également d'une approche très prometteuse de pouvoir les installer de manière à ce qu'ils interagissent. Il est ainsi possible de diminuer de moitié les économies d'énergie. Les fluides sont bien conduits à l'intérieur de ces canalisations, de ces systèmes. Cela induit de grandes économies
Et cela permet également d'économiser des émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons également faire des économies de matériaux dans l'industrie, en particulier dans les branches industrielles énergivores. Dans l'industrie du ciment et sidérurgique, nous pouvons ici économiser de l'énergie en suivant cette approche. 3/4 de l'industrie du ciment, des émissions induites par le ciment pourraient être économisées. Il existe d'autres exemples concernant la structure des bâtiments, de quelle manière concevoir une autre architecture, une autre structure des bâtiments. Ici, il serait possible de construire de plus petites des infrastructures avec un poids plus léger, et cela induirait également des économies d'énergie. La structure serait alors plus résiliente et nettement moins de matériaux devraient être intégrés. Il est également possible de construire des ponts différemment en utilisant des imprimantes 3D. Il est alors possible de les concevoir de manière différente avec ces imprimantes 3D. Il existe différentes approches concernant les plafonds et les sols. Cela permet également d'économiser jusqu'à 3/4 de la consommation d'énergie. Il y a également des économies d'énergie lorsque l'on poursuit des approches de conception de gratte-ciel différentes. Vous le voyez sur ce feuillet, chaque étage dans un gratte-ciel permet d'économiser de l'énergie. Il y a tout un étage qui peut être construit sans utiliser de matériaux. Cela permettrait d'utiliser moins d'acier. Cela permettrait d'utiliser de l'acier recyclé. Et la production sidérurgique, elle, pourrait s'améliorer avec l'utilisation de l'hydrogène. Il serait possible d'utiliser ces systèmes puisqu'ils sont davantage disponibles. Une architecture intégrative, cela est également possible concernant la production de voitures. Il serait efficace et cela diminuerait le poids du véhicule. En diminuant le poids du véhicule, cela augmente l'efficacité énergétique des véhicules. Nous avons conçu des véhicules qu'il est déjà profitable de produire et qui ont un poids plus léger. Les batteries peuvent être plus petites et il est plus facile de les recharger. Pour cela, nous avons besoin de moins de ressources. Cela a des effets, bien entendu, qui se renforcent mutuellement. Nous avons besoin d'une plus faible consommation d'eau, nous avons besoin de moins d'énergie et cela est également un grand avantage pour les employés dans les usines. Il y a 1,9 litres qui est possible pour 100 km. Donc il ne s'agit pas d'ici de faire un compromis, non. Nous pourrions également consommer 2 à 3 fois moins de ressources afin de produire ces batteries. BMW a déjà suivi ce modèle en juin dans ses usines et peut-être qu'il est possible d'envoyer ce modèle, par exemple, en Ukraine pour proposer des alternatives. Par ailleurs, les fibres d'eau peuvent également être utilisées dans la production. Il y a également des hypercars, des hypervéhicules qui ne doivent pas être rechargés, peu importe qu'il s'agisse de véhicules à 3 roues ou de véhicules à 4 roues. Il s'agit ici d'une architecture, d'un design venant des Pays-Bas. Ce sont des véhicules qui ne doivent pas être rechargés avec des bornes de recharge. Nous pouvons par ailleurs augmenter l'efficacité énergétique des poids lourds. Chez Tesla, par exemple,
Il y a un poids lourd qui est disponible. Vous voyez les valeurs sur le feuillet. Ce poids lourd a une bonne autonomie. Vous voyez aussi un avion qui pourrait se rendre de Paris à Espen en consommant un peu d'énergie. Il existe également un design qui utilise 2 propellers et qui est donc une révolution technologique dans ce secteur. Par ailleurs, il existe une nouvelle évolution, la manière de rendre plus efficaces les matériaux à des prix abordables, plus abordables. Lorsque l'on dépense 18 centimes que nous aurions pu économiser dans le système des transports aux États-Unis, cela est déjà une très bonne économie. Cela serait également une technologie révolutionnaire en Europe pour l'industrie. Et cela nous permettrait également de sortir de cette dépendance des énergies fossiles. Nous en venons maintenant au réseau énergétique. Nous sommes confrontés à certains défis en développant les énergies renouvelables. Cela est dit par certains acteurs. Comment organiser de manière plus efficace énergétiquement tout cela? Vous le voyez à droite en violet avec les batteries, ou en rouge, il s'agit du système de backup qui est alimenté par les énergies fossiles. Mais il existe également d'autres approches. Nous le voyons très bien à gauche avec les mégawatts et les flexi-watts qui sont encore plus abordables. Donc ce système pourrait être encore plus abordable. Au Texas, par exemple, nous avons un réseau électrique qui est isolé à 100% des autres réseaux qui consomment un peu d'hydroénergie, et cette approche est possible grâce à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne et à d'autres vecteurs énergétiques. L'efficacité énergétique est ainsi augmentée. D'autres énergies qui ne sont pas consommées peuvent être stockées, par exemple dans des climatisations ou dans des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et cela permet de combler des lacunes quand nous disposons de moins des énergies renouvelables. Tout ce système serait une solution possible. Nous pourrions également produire de l'ammoniac, de l'hydrogène pour les 5% d'énergie restante, et cela serait possible et compétitif à l'heure actuelle. Nous l'avons vu jusqu'à des articles scientifiques l'ont recherché. Il existe différents modèles scientifiques en la matière. Le gestionnaire réseau 50 Hertz l'ont également étudié. Que se passe-t-il lorsque le vent ne souffle pas assez? De combien d'énergie aurions-nous besoin? Jusqu'à 6% est consommé pendant l'hiver, et cela pourrait être couvert, bien sûr, par la production d'énergie nucléaire ou des énergies renouvelables. Cette étude a également pris en compte des approches de solutions que j'ai déjà mentionnées au préalable. Nous pourrions donc ici nous atteler à cette problématique de la transition énergétique et des batteries. Nous pourrions poursuivre cette phase de commencement. Aux États-Unis, une étude a permis de constater que tout peut être encore plus, être organisé de manière encore plus efficace si dans certaines régions américaines, l'hydrogène est utilisé comme technologie de stockage.
Vous voyez ici, encore une fois, un diagramme concernant ce que nous avons également décrit dans notre ouvrage « Réinventer le feu ». Dans le cas de l'utilisation de ces approches, nous pouvons augmenter le PIB, nous pouvons diminuer les prix et cela peut avoir des effets positifs. Ce design intégratif serait alors soutenu, encouragé. Dans ce cas, 95% de l'énergie serait produite à partir des énergies renouvelables. Il s'agit ici de possibilités qui n'ont pas encore été prises en compte dans ce modèle et n'a pas encore été pris en compte dans le contexte du design intégratif. Cela signifie que nous voyons encore un grand potentiel. Les énergies renouvelables sont encore trop onéreuses par rapport à ce qu'elles pourraient l'être. Nous avons constaté qu'il y a de nombreuses possibilités intéressantes dans la production énergétique, mais il y aurait encore plus de possibilités si l'on prenait en compte le côté des consommateurs, de la consommation. Nous pourrions économiser encore plus rapidement de l'énergie que nous le faisons aujourd'hui en prenant en compte ce côté. Nous pourrions encore plus nous adapter au changement climatique et il existe de nombreuses possibilités qui malheureusement ne sont pas assez prises en compte. Nous pourrions donc faire davantage. Nous vivons des temps difficiles et ces temps vont se poursuivre. Nous voyons la manière dont les modèles peuvent être améliorés et je pense que les prévisions qui ont été faites concernant la production de l'hydrogène et la consommation, la sécurité de l'approvisionnement, toutes ces questions, ces sujets vont être améliorés et vont être représentés également à l'avenir. Merci beaucoup. Il s'agit d'une présentation très intéressante que vous avez tenue concernant le design et la manière dont accélérer la transition énergétique. Nous en venons à l'allocution qui va clôturer cette conférence. Vous allez voir, Monsieur Patrick Gresham est devenu plus jeune puisque nous avons maintenant l'honneur de souhaiter la bienvenue à Franziska Brandner qui est secrétaire d'État parlementaire au sein du BMWK. Madame Brandner, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, comme vous le voyez, je ne suis pas Patrick Gresham, non, je suis Franziska Brandner. Et mon collègue, malheureusement, n'a pas pu venir participer à ce rendez-vous. Vous pouvez vous imaginer où il se tient à l'heure actuelle. Cela n'est pas facile, tout ce sujet du frein du prix du gaz. Donc, j'ai reçu maintenant la tâche de clôturer cette conférence. J'ai moi-même appris que des discussions très intéressantes ont été tenues lors de cette journée concernant tous ces sujets et je suis très heureuse que nous ayons pu organiser cette conférence au BMWK. Nous avons besoin de discussions davantage de discussions entre la France et l'Allemagne et non de moins. Ces sujets existent déjà depuis des années. Nous avons essayé de trouver des compromis. Nous avons essayé de créer des documents de réflexion, mais ceux-ci n'ont pas été suffisants en temps de crise et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui également confrontés à de grands défis. Nous devons donc faire preuve de gestion de la crise. Nous avons bien entendu des approches différentes, par exemple avec le plafonnement du prix du gaz, mais je pense qu'il est important de mettre l'accent également sur les similitudes. Je souhaite vous le dire encore au cours de mon discours « Never kill the importance ». Il s'agit d'une chose très importante qui nous réunit. Nous devons coopérer étroitement afin d'avancer sur ces sujets. Je suis très heureuse que M. Habeck ait pu se rendre à Paris cette semaine. Demain, la réunion avec Mme Borne est également prévue.
Concernant l'hydrogène, nous devons encore promouvoir les travaux entre l'Allemagne et la France. Cela est utile. Nous devons trouver des voies communes qui sont efficaces et durables. Cela va permettre de promouvoir l'infrastructure des réseaux. Cela est nécessaire pour la transformation non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Et dans ce sens, je suis très confiante. Je sais que nous allons trouver des solutions communes, même si nous avons encore besoin de temps et nous avons encore besoin de communiquer les uns avec les autres. Par ailleurs, je suis très heureuse que nous ayons un tel consensus concernant l'efficacité énergétique et la transformation des domaines industriels, la base de production industrielle pour les énergies renouvelables, les technologies de transformation. Il s'agit de points multiples, de sujets multiples que nous avons en commun. D'où va venir l'énergie à l'avenir? J'espère bien beaucoup plus de l'Europe que d'autres régions aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord sur ce sujet. Il s'agit d'un point positif et optimiste. Et j'aimerais ici vous remercier beaucoup pour cette journée. J'aimerais remercier le bureau pour le travail formidable qu'il a réalisé. Un petit verre avec un petit apéro. Et j'espère que vous allez bien en profiter et qu'on continue les discussions et surtout qu'on n'essaye jamais d'éviter les discussions, même si elles sont douloureuses. Dans ce sens, merci beaucoup à toutes les équipes et bonne soirée. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Brandner, für diesen Ausblick. Merci beaucoup, Madame Brandner, pour ces perspectives. J'ai l'honneur maintenant, au nom du Forum franco-allemand pour la transition énergétique, je vous remercie tous et toutes, et les organisateurs, les participants qui ont contribué à cette discussion. Merci beaucoup aux organisateurs des 3 ministères, le ministère de la protection du climat et de l'énergie, le ministère français de la transition de l'énergie, transition énergétique et le ministère fédéral des Affaires étrangères qui était représenté parmi nous. Merci beaucoup aux interprètes. Il s'agit d'interprètes féminines, je crois. Je ne peux pas le voir clairement à travers les fenêtres. Vous avez réalisé un travail formidable. Je pense que cela n'était pas facile. Tous ces sujets énergétiques. Les présentations, si vous souhaitez les consulter ultérieurement, elles seront disponibles sur Internet au courant de la semaine. Et vous, mesdames et messieurs les participants, vous allez recevoir un résumé par mail. J'aimerais parler du prochain événement qui va avoir lieu. Vous pouvez également les voir sur le site Internet du Forum franco-allemand pour la transition énergétique. Vous pourrez y consulter diverses informations. Nous l'avons entendu, la coopération franco-allemande est très importante en lien avec la transition énergétique. Je le trouve aussi, cela a été un événement très enrichissant avec de nombreuses impulsions. Je vous remercie chaleureusement. Je vous souhaite également une très bonne soirée avec un petit apéro à l'étage d'en dessous. Merci beaucoup.